Comment aviez-vous reçu cette information du renversement du président Bongo? Où en est la situation actuelle dans le pays? Eh bien, je crois, comme beaucoup de gens au Gabon et en Afrique, reçu cette nouvelle avec beaucoup de plaisir. Ça, c'est une évidence. Il y a des gens qui ont mon âge au Gabon et qui n'ont connu que la gouvernance Bongo, père et fils. Donc c'est très long. Et c'est une tare qui est assez répandue en Afrique centrale d'ailleurs. Le Gabon n'est pas le seul pays. Donc je l'ai reçu avec beaucoup de plaisir, de joie, mais aussi un peu de retenue parce que j'anticipais une entourloupe, une révolution de palais validée par l'extérieur et donc j'avais quand même une petite dose. Une sorte de contre-révolution, par exemple, devançant une vraie révolution. Absolument. Authentique. Ce qui s'est passé au Burkina Faso avec Damiba qu'on a envoyé pour renverser Kaboré qui était devenu très faible pour tenter d'éviter un vrai coup d'État fait avec des personnes incontrôlables par Paris. Bon, au Burkina Faso, ça a duré quelques mois et puis ce qu'il craignait est quand même arrivé. On verra ce qui va se passer au Gabon, même si les choses ne sont pas nécessairement tout à fait égales. Le peuple du Gabon n'a peut-être pas les mêmes aspirations que le peuple du Burkina Faso. D'accord. Alors, la seconde question concernant l'actualité. Les autorités du Niger ont forcé la France à retirer ses forces militaires du pays et à rappeler sous 48 heures son ambassadeur à Niamey. Alors, comment réagissez-vous à cela? Le Niger est-il en train d'emboîter le pas à ses voisins de l'Ouest, le Mali et le Burkina Faso? Je pense qu'il est en train d'emboîter le pas. Je pense que l'attitude de Paris à l'annonce du coup d'État a pour beaucoup accéléré le processus d'expulsion et de rupture que nous avons pu observer. Je suis convaincue qu'au départ, le calendrier de rupture n'était pas nécessairement celui-là. Mais les gesticulations, l'arrogance, le mépris qui transpire par tous les pores d'Emmanuel Macron et de Catherine Colonna, c'est des choses qui de plus en plus braquent les uns et les autres en Afrique, pas seulement les gens dans la rue, mais aussi les gens dans les casernes, les gens dans les palais présidentiels, les gens dans les entreprises. Et je pense que le souci commun des deux autres pays avec le Niger, c'est-à-dire la sécurité, le terrorisme, il y avait déjà des contacts qui étaient pris et ça a accéléré ce processus. Alors naturellement, là aussi, beaucoup de joie d'apprendre cette rupture, de voir qu'elle se concrétise. Et puis, des espérances, on essaye de voir où ça va aller. Vous savez, quand on chasse la France en Afrique, il y a une fâcheuse tendance à avoir une démultiplication des violences et des attaques terroristes. C'est vraiment des vases communicants, c'est bizarre, hein. C'est tout à fait étrange, on pourrait dire. Mais chaque fois que vous chassez l'armée française ou un ambassadeur français, paf, dans la foulée, il y a plus d'attaques terroristes. Ce qui s'est passé au Mali. Au Mali, au Burkina Faso, même au Niger, là, maintenant. Niger, ouais. Donc, on connaît le mode opératoire de la puissance française lorsqu'elle doit se retirer la queue entre les jambes. J'ose espérer que les gouvernants du Niger sauront anticiper et, avec l'aide de leurs camarades de la sous-région, amortir un peu l'impact de ce qui se profile. C'est toujours une période assez difficile à traverser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, on a chassé les Français, maintenant tout va aller bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une longue période d'efforts, il y a une longue période de violence aussi qui est à anticiper. Mais c'est un processus et l'essentiel, c'est vraiment de s'engager dans la bonne direction et d'avoir le soutien du peuple, le soutien de tous pour encaisser l'impact et puis pour commencer à distribuer les coûts et à construire quelque chose de viable sur la durée. Comme les citoyens au Niger, et vous voulez de le dire aussi, du Burkina Faso et du Mali, les Gabonais l'ont fait aussi
et des foules sont descendues dans les rues pour célébrer la destitution d'un dirigeant soutenu par l'Occident, dont la famille affichait son style de vie somptueux, bourgeois, alors que plus d'un tiers de la population du pays continue à croupir sous le seuil de pauvreté. Et là, nous parlons en dépit des richesses incommensurables du Gabon et de sa petite population de près de 2,5 millions de personnes. Le Gabon est un exportateur de pétrole, et il a beaucoup de richesses minières qu'il exporte. Donc, alors, son éviction représente une mise en garde, une réprimande particulièrement sévère à l'égard de l'ancien président américain Barack Obama, et dont l'actuel locataire de la Maison-Blanche, M. Joe Biden, était le vice-président, et qui a donc présenté l'autocrate gabonais comme l'un de ses plus proches alliés sur le continent. Et pourquoi? Parce qu'en effet, c'est sur lui qu'il s'était appuyé pour obtenir un soutien diplomatique pour lancer la guerre contre la Libye, donc qui a déclenché la terreur et l'instabilité à travers le pays, d'abord la Libye, qui a été complètement détruite et dévastée, et toute la région du Sahel. Et le département d'État, à ce moment-là, le qualifiait de l'homme d'Obama en Afrique. Et puis, l'esprit coopératif d'Ali Bongo lui a valu une visite avec Obama à Washington. Là, et alors qu'il séjournait dans la résidence personnelle du président, il est devenu le premier dirigeant africain à appeler Kadhafi. Pourquoi? C'est pour l'inviter à renoncer au pouvoir. Alors, quand on regarde ces différentes stations historiques qui sont extrêmement importantes, j'ai résumé bien sûr, mais le comportement de dirigeants africains ne serait-ce pas un peu le dicton de l'arroseur arrosé qui vient de se vérifier sous nos yeux, lâché par son peuple et par ceux qui l'ont utilisé contre son peuple et toute l'Afrique? Qu'en pensez-vous? Oui, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passera encore à l'avenir. Pendant trop longtemps, beaucoup de gens ont cru et fait croire, parfois à raison, que les élections africaines se gagnaient à Paris, Washington, Bruxelles, et on a les dirigeants qui étaient cooptés par les capitales occidentales se sont crus irremplaçables. C'est le concours du meilleur élève, c'est le concours l'employé du mois, et on s'en fiche du peuple parce qu'on ne doit rien au peuple. C'est pas grâce au peuple qu'on est dans le fauteuil. Et on est là parce que il y a des fonctionnaires, des présidents, des gens dans des capitales en Occident qui ont décidé que c'était vous leur meilleure carte à jouer. Ce que ces présidents semblent oublier, c'est que un des critères de sélection aux yeux des Occidentaux, c'est tous les éléments négatifs qu'on a sur eux. Ils ne choisissent pas des gens qui sont incorruptibles, qui ne traînent pas de casserole, à qui on peut pas faire de chantage. Voilà, ils choisissent toujours les mauvais fruits parce qu'ils ont beaucoup d'éléments ensuite pour les contraindre à rester sur le droit chemin pour eux, pencher pour nous. Et donc, souvent, ces gens, ces présidents, je crois qu'avec le temps, une sorte de sénilité précoce les prend et ils semblent oublier les conditions dans lesquelles ils sont venus. Ils sont venus là parce qu'ils étaient des gens qui étaient serviles, qui sont prêts à tout faire contre leur peuple, pour les autres. C'est utile aux puissances occidentales, mais ça n'inspire aucun respect. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans leur nuage, dans leur palais, dans leur luxure, dans leur voyage et reconnaissance extérieure, ils n'ont pas remarqué que les peuples ont changé. Et que les peuples de 1960 ne sont pas les peuples de 2023 ou de 2022. Ils sont certes dans un système qui semble immuable, mais il y a quand même des composantes qui ont changé. Et ils ne s'en sont pas rendus compte, ou alors ils s'en sont rendus compte trop tard.
Et c'est comme ça que quelqu'un comme Bongo, il n'est pas le seul, hein, mais qui s'est rendu coupable pour moi de crimes imprescriptibles, non seulement à l'intérieur du Gabon, mais comme vous l'avez si bien rappelé, en ayant participé à la déstabilisation de toute une partie du continent, avec son lot de malheurs, de morts, de destruction. Qui continue à ce jour. C'est 2011 jusqu'à maintenant, ça fait 12 ans. Donc, vous savez, ces chefs d'État qui sont là par la volonté des autres ont le destin, en fait, d'un mouchoir en papier, d'un Kleenex. On les prend, on les utilise, on se mouche dedans, et quand ils deviennent un peu trop faibles ou plus aussi fiables, ben on les jette à la poubelle. Et aujourd'hui, la dimension de l'éveil des populations africaines a fait comprendre aux Occidentaux, les États-Unis, mais la France aussi, que il y a certains de leurs pions qui sont certes toujours aussi serviles vis-à-vis d'eux, mais qui sont faibles par rapport à la montée en puissance du sentiment et de la volonté de vouloir reconquérir sa liberté et son émancipation. Et ce qu'on disait à l'entame, pour éviter qu'un coup d'État, qu'un swap ou qu'une révolution ait lieu qui va balayer le système, on sacrifie un pion faible en le remplaçant par un pion que l'on pense plus, voilà, au moins gardé pendant quelques années, qu'il va blaguer la galerie pendant quelques années, qu'il va gagner du temps précieux pour permettre de trouver des solutions ici et là. Et on a vu ça, comme on l'a dit tout à l'heure, au Burkina Faso avec Damiba. Je suis sûre qu'on est en train de le voir au Gabon. Mais il y a toujours cet inconnu qui vient, qui dit à quel moment les gens vont se réveiller et se rendre compte que non, en fait, on est en train de célébrer le changement ou la chute d'une marionnette, mais on n'a toujours pas fait tomber le marionnettiste. Ouais. C'est une grosse question, mais je n'ai absolument aucune sympathie, aucune pitié, aucune compassion pour des gens comme Ali Bongo, et il y en a d'autres dont j'attends la chute avec beaucoup d'impatience, et si je peux contribuer à l'accélérer, ce sera toujours avec beaucoup de plaisir. Alors, Nathalie Yambe, la folie du pouvoir est-elle la maladie qui aveugle certains dirigeants africains, pour ne pas dire autre chose, restons polis, au point de ne plus distinguer leurs désirs égoïstes personnels de leurs devoirs envers leur peuple? Oui, ça s'explique, hein, ça s'explique par plusieurs raisons. La première, on l'a abordé tout à l'heure, le pouvoir s'exerce, la réussite de l'exercice du pouvoir n'est pas la satisfaction des populations, c'est la satisfaction du donneur d'ordre dans l'ombre, du marionnettiste. Donc, naturellement, on n'a pas un paramètre où on se dit, bon, je suis en train de dérailler complètement. Non, on s'en fiche, parce que le pouvoir n'est pas venu d'en bas, il est venu du dehors. Et donc, pour nous, tout va bien. Le pouvoir aussi, qui devient une folie parce que, et je trouve l'exemple très pertinent avec Macbeth, avec Duncan et la tragédie shakespearienne, parce que, en fait, nos présidents ont autant de pouvoir qu'un roi, qu'un pape, qu'un président de la République. Ils ont tous les pouvoirs. Nos fauteuils présidentiels sont des trônes au lieu d'être des fauteuils présidentiels. Si vous êtes dans un régime qui a ce que les Anglais appellent les check and balance, où voilà, tu exerces, mais il y a des contre-pouvoirs et tu rends compte et tu endosses la responsabilité de ce que tu fais. Généralement, dans ces systèmes-là, les gens, au bout de 4 ans, au bout de 8 ans, au bout de 10 ans, ils sont contents d'aller à la retraite.
Ils sont contents de laisser le pouvoir et d'aller faire autre chose. Parce que, en plus du travail, ils doivent rendre compte à chaque fois. À chaque fois. Qui est un exercice extrêmement difficile. C'est très difficile. Et qui apprend l'humilité, hein, parce que quand tu dois rendre compte, tu n'arrives pas sur ton gros cheval et puis tu traverses comme... Non. Tu te mets là et puis il y a tes opposants, il y a la presse, il y a le peuple qui vient te demander des comptes, qui exprime son ras-le-bol ou sa satisfaction, hein, ça peut aussi l'être. Mais c'est quelque chose qui est très éreintant, très pesant. C'est pas le cas de nos monarques. Et c'est pas le cas de leurs épouses, puisque dans l'exemple choisi, il y a l'épouse qui joue un rôle. Et dans la tragicomédie que l'on observe au Gabon, l'épouse a aussi joué un rôle nocif. C'est-à-dire que aujourd'hui, on avait affaire à quelqu'un dont on savait pertinemment qu'il ne prenait plus les décisions lui-même et que c'est son entourage qui gérait de facto le pays sans avoir été coopté ni par l'étranger ni par la base. Donc ça ne pouvait qu'aboutir à ce que nous avons observé. Je pense que si les Africains veulent changer cela, il ne s'agit pas seulement de changer les hommes, il s'agit de changer la forme du fauteuil. Il ne faut pas que le fauteuil soit rembourré. Oui, le paradigme politique, c'est ça. C'est ce que je simplifie en disant le fauteuil. C'est-à-dire que si vous avez un fauteuil bien rembourré, avec des petites ventouses derrière qui vous massent le dos, etc. Bon, c'est tellement doux que quand vous vous asseyez là-dedans, vous n'avez plus du tout envie de partir. Et il faut que quelqu'un vienne vous déloger par la force. Par contre, si vous remplacez ce fauteuil de massage douillet, cossu et rembourré par un petit tabouret avec des petites picots qui vous démangent ou vous ne pouvez pas bien vous installer, alors vous allez travailler, faire ce que vous avez à faire, et puis vous allez être soulagé même quand vous allez pouvoir passer le petit tabouret piquant à quelqu'un d'autre. C'est la forme du fauteuil, donc le paradigme, le cadre institutionnel des pays qu'il faut changer. De la culture d'État, de la culture politique. De tout ça. C'est tout ça qu'il faut changer et pas les hommes. Aujourd'hui, ça va être ça le challenge. Est-ce que nous allons réussir à faire comprendre aux populations que il ne s'agit pas de se réjouir parce qu'on a remplacé un individu A par un individu B, mais est-ce que on a compris que pour que ce changement d'homme soit pérenne, il faut changer le paradigme, le contexte, le régime dans lequel on fonctionne. Il faut construire des check and balance, il faut construire des mentalités critiques, il faut construire tout un écosystème qui peut rendre... Oui, un projet et un programme sociétal pour le futur. Tout à fait. Et c'est à nous de devenir exigeants. Parce que tant que nous ne serons pas exigeants vis-à-vis des vrais changements qu'il faut opérer, on nous blaguera avec des coups d'État ici ou bien des élections comme on a vu au Niger où Issoufou passe la main à Bazoum. Il n'y a pas eu de coup d'État, mais est-ce qu'il y a vraiment eu une expression démocratique? Est-ce que ça correspondait vraiment aux attentes et aux aspirations du peuple? Quand on observe la rue au Niger ou la réalité du Niger depuis le 26 juillet, on se rend bien compte que c'est pas des masses de personnes qui descendent dans la rue pour dire rendez-nous notre Bazoum ou ramenez-nous notre Issoufou. Vous voyez, donc c'est vraiment cette construction d'esprit critique, c'est cette exigence vis-à-vis des changements qui sont absolument indispensables et nécessaires pour pérenniser ces frémissements de changement qui sont en train d'arriver un peu partout en Afrique. C'est là-dessus qu'il va falloir que nous travaillions. C'est là-dessus que des gens comme moi et comme d'autres, comme vous, comme d'autres éveilleurs de conscience doivent travailler et doivent mesurer la réussite ou l'échec de leur travail. Voilà. Alors, quel est votre commentaire par rapport à cette gratification américaine Et pourquoi ces jadis protecteurs n'ont pas bougé le petit doigt pour lui venir donc en aide, et alors qu'ils suppliaient, c'est une quand même image assez touchante, ils suppliaient de faire au moins du bruit,
au moins du bruit. Make noise, lot of noise. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. C'est marrant parce que comme on a baigné dans la tragédie, notamment shakespearienne, ça m'inspire un vers shakespearien, une pièce qui est « To be or not to be ». Hamlet, voilà, être ou ne pas être. Et puis, il y a surtout beaucoup de bruit pour rien. En anglais, ça s'appelle « Much ado about nothing ». Et voilà donc quelqu'un qui appelle les gens à faire du bruit. Eh bien, voilà. Il n'y a pas eu de bruit particulier, il n'y a eu rien. D'ailleurs, il est parti par la petite porte. Il a été flushé dans les toilettes de l'histoire par ceux-là même qui le désignaient comme étant le citoyen du monde. La référence en matière de la 4e révolution industrielle en Afrique. Ce qui est très intéressant d'ailleurs parce que le fait qu'on soit à la 4e révolution industrielle, donc ça signifie qu'on a eu une première, une deuxième et une troisième, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quand même intéressant quand on entend le nouveau chef de l'État permettre à Ali Bongo de sortir du pays pour aller se faire soigner. On se demande si la révolution industrielle n'a pas été accompagnée par la construction d'un système de santé, normalement, en fait, vous en êtes déjà à la 4e révolution industrielle, normalement, votre système de santé doit attirer le monde entier et vous ne devez pas courir à l'extérieur pour vous soigner. Or, ce monsieur, lorsqu'il a été frappé par son accident vasculaire cérébral, se trouvait à l'étranger, est resté à l'étranger, est parti au Maroc, est rentré au Gabon vraiment contre sa volonté. Non, je pense que les États-Unis, comme le monde entier, savaient que ce monsieur était fini, que ce n'était pas lui c'est pas lui qui avait la réalité du pouvoir au Gabon, vous savez, ça fait très longtemps qu'on le dit, on le dit depuis très souvent, quand l'Occident célèbre un Africain, il faut savoir qu'il travaille pour eux et qu'il ne travaille pas pour nous. Donc, chaque fois que vous entendrez les Occidentaux vanter tel homme politique, vanter tel président, vanter telle personne, faites très attention, prenez du recul et méfiez-vous. Parce que travailler pour son peuple dans le monde actuel, ça signifie travailler contre l'intérêt des Occidentaux. Et aujourd'hui, Omar Bongo, tiens, je le confonds, mais Ali Bongo. L'autre, c'est son père. Oui, bon, c'est même pipe, même tabac, en réalité. Mais Ali Bongo, aujourd'hui, n'était plus ce que les Américains appellent un asset. C'était plus quelque chose qui leur permettait d'arriver là où ils voulaient. On parle des Américains, mais il y a aussi les Français, naturellement, qui sont eux-mêmes les esclaves des Américains. Donc, quand on parle des Américains, on parle de tout le monde. Et donc, c'est pitoyable et pourtant, c'est assez pédagogique parce que je suis à peu près certaine que dans certains palais présidentiels aujourd'hui, en Afrique centrale comme en Afrique de l'Ouest, des gens qui avaient la tentation dynastique sont en train de réfléchir vraiment à la suite à donner à leur plan de pérennisation au pouvoir, car le cas Bongo nous montre qu'il n'y a rien de plus volatile que le soutien des Occidentaux. Il n'est pas caractérisé par la loyauté. On a vu dans d'autres régions du monde des gens comme Bachar al-Assad être malmenés par l'Occident et tout ça, mais continuer d'être soutenu par ses alliés parce que c'était basé sur une relation qui était certainement bénéfique aux deux. Mais là, on a un valet d'un système qu'on a utilisé, qui s'est affaibli, qui n'est plus d'aucune utilité et que ses propres créateurs sacrifient comme un va-nu-pied sur l'échiquier pour pouvoir rester dans le jeu. J'ose espérer vraiment que le cas d'Ali Bongo sera un cas qui va permettre à certains de nos potentats de réfléchir et de se décider de sortir peut-être par
à défaut que ce soit la grande porte, à minima, la porte du milieu, et pas la petite porte. Bien. Oui. Quel enseignement, Nathalie Yamb, pour les Africains, gouvernants et gouvernés, à partir de cette... Parce qu'elle reflète énormément de choses et que le peuple doit-il être le héros de la tragédie africaine en montant d'une manière ferme sur la scène de l'histoire qui change à une vitesse grand V? Tout à fait. Je pense que ce serait un pari risqué pour les peuples africains de se mettre dans la peau du roi de Norvège et de se dire je vais attendre, tout va se passer et puis ça va tomber sur moi. Ça, c'est dans une pièce de théâtre. Mais dans la réalité, il faut qu'on devienne les acteurs de notre propre vie, de notre propre film, mais de notre propre vie. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la posture des Hamlet, des contemplatifs. On est spectateurs de nos vies, on est spectateurs de nos morts, on est spectateurs de nos tragédies. Ce sont les autres qui décident, les autres à l'intérieur du pays, donc nos rois locaux, nos présidents. Ce sont les autres à l'extérieur, les grands marionnettistes qui sont là. Et nous, on se dit, comme on dit au Cameroun, on va faire comment? Ben oui, non, c'est une locution qui m'énerve colossalement, je dois avouer. C'est important de comprendre que personne ne viendra faire notre bonheur à part nous-mêmes. Ce ne sont pas des amis à l'extérieur qui viendront nous aider. On a vu que Make Noise n'amène pas beaucoup d'amis ces derniers temps. Et que partout ailleurs dans le monde, les peuples et certains dirigeants ont compris qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et que le véritable enjeu aujourd'hui, c'est d'être soi-même les acteurs et les rédacteurs d'un nouvel ordre mondial qui aura des impacts, certes, au niveau géopolitique, mais aussi dans notre vie de citoyens à l'intérieur de nos pays. Et comment? Et si on ne se donne pas nous-mêmes un grand coup de pied aux fesses pour dire qu'on arrête d'être conciliant, qu'on arrête d'être contemplatif, qu'on arrête d'être spectateur et qu'on décide qu'on va dorénavant parler, agir, dire, même si c'est difficile, même si c'est dangereux. Parce que, vous savez, pour illustrer un peu la phase dans laquelle on se trouve, on a un grand brasier au milieu duquel brûle la flamme de la liberté et de la prospérité. Et on peut choisir de rester tous là à côté. Ce qu'on aime beaucoup faire, hein, c'est plus safe. C'est humain. Voilà, c'est humain, on est des humains. Mais il faut toujours qu'il y ait quand même quelqu'un pour que les choses bougent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide qu'il est prêt à sacrifier son bras pour mettre le bras dans le brasier, même si ça doit brûler ses mains, son bras, et puis le retirer. Et retirer la flamme, la clé de la prospérité, la flamme de la liberté, soit pour continuer à avancer avec elle, soit pour la transmettre à d'autres qui seront moins blessés et qui auront plus de force et d'énergie pour continuer le combat. C'est dans ce moment-là que le peuple, comme tu viens de le dire, doit prendre son destin en main, parce que dans la tragédie, tout comme dans le théâtre, que dans la réalité, c'est la même chose. La composition classique, si elle a une particularité, c'est celle-là. Elle reflète, d'un point de vue principiel, ce qui change l'ordre social. Parce qu'on va entendre beaucoup de gens parler, mais d'un point de vue de la légitimité dans la place, il est où le légitime? Donc c'est par rapport à ce qu'on doit faire comme projet pour le pays, pour toute la région, et pour le peuple. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'ai dit ça dans une de mes vidéos dernièrement. J'ai dit, moi, je suis contre, par exemple, la condamnation systématique des coups d'État militaires, parce que j'ai formulé ça de façon très synthétique en disant, si l'État est malfaiteur, le coup d'État est salvateur. Et ça pose la question de la légitimité. Vous nous présentez des personnes qui ont été élues ou qui sont assises dans un fauteuil
à travers une série de processus plus biaisés les uns que les autres. Donc, ils n'ont aucune légitimité, mais qui sont les dirigeants légaux du pays. C'est vrai, ils ont été élus, même si l'enrôlement électoral a été saccagé, même si les candidats ont été sélectionnés soigneusement pour ne rien déranger, même si la campagne électorale a été totalement déséquilibrée, même si les médias n'ont pas traité tous les candidats de la même façon, même si le jour du vote, il y a eu des fraudes massives dans les bureaux de vote, même si au moment du dépouillement, on a encore triché, et même si à la publication des résultats, on a encore triché. Mais à la fin, il est légal, mais est-ce qu'il est légitime? Il ne l'est pas. Et aujourd'hui, c'est le rôle du peuple. Dans certains pays, des militaires prennent leurs responsabilités et bousculent cet État malfaisant. Mais à la fin de la journée, si le peuple ne se réveille pas, ces militaires même risquent de se transformer eux-mêmes en malfaisants. Donc, c'est au peuple de prendre ses responsabilités, de sortir de sa léthargie, de sortir, je disais ça en entame d'interview, de ce manque d'exigence qu'on a vis-à-vis de nos dirigeants et vis-à-vis du système que l'on doit construire pour soi-même. De nous-mêmes. On se satisfait, ça commence à la maison. Je veux dire, les hommes politiques ne tombent pas de Mars, de Pluton ou de Vénus. Ils sortent du peuple, ils sont l'émanation du peuple, ils sont à l'image du peuple. Donc si nos hommes politiques sont tordus et penchés, c'est parce que nous-mêmes, en tant que peuple, nous avons une tendance à être tordus et penchés et à nous satisfaire de ce qui est tordu et penché. Je pense que au terme de cet entretien, c'est ce que je retiens, c'est-à-dire nous avons le choix de continuer à être des morts vivants ou bien qui marchent comme des zombies en passant un certain temps de la vie à la mort sans jamais réaliser quoi que ce soit de concret, ou bien nous avons l'occasion aujourd'hui de décider de devenir des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui sont exigeants et qui prennent leur destin en main, qui se respectent eux-mêmes et qui imposent le respect aux autres.